Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette masterclass organisée par YouTube où on va se parler de Creativity is Business. Ça paraît simple comme ça. C'est en fait un programme qu'on a créé à la base avec la ACC, Kantar, Média Figaro et maintenant YouTube. Et ce programme a pour but une chose très simple, mais qui n'est pas si évidente, qui est de démontrer que la créativité, les idées, ça génère plus de business. Et on voulait le démontrer de façon chiffrée, parce que c'est tout l'enjeu, c'est comment le démontrer de façon chiffrée, comment démontrer que les idées créatives génèrent plus de business pour les entreprises et pour les marques. Et donc pour le faire, on a démarré en fait à Cannes, donc au mois de juin. Pour le faire, on s'est dit on va faire quelque chose de très simple. On va prendre en fait les idées qui ont eu des grands prix créatifs, on va appeler ça comme ça, et on va les tester avec Kantar pour démontrer que ces campagnes qui ont été jugées comme étant créatives, en fait, génèrent beaucoup plus de business, ou on a la capacité à générer beaucoup plus de business pour les marques. Et donc, on l'a fait à Cannes avec 6 campagnes réalisées par, effectivement, on va dire, des entreprises et des agences françaises, puisqu'on est français. Et on l'a refait au Grand Prix Stratégie, où on a pris tout ce qui avait pris de l'or au Grand Prix Stratégie, et où on a démontré, effectivement, que ça générait plus de business. Donc, au final, et Annelise vous en parlera, et Vanessa aussi, au final, on a aujourd'hui plus de 16 alors on dit campagne, mais vous verrez, il y a plein d'éléments qui sont plus des activations, des événements, qui sont créatifs, qui ont été jugés comme étant créatifs, et toutes surperforment en termes de business par rapport aux standards de Kantar. Il n'y en a pas une seule qui est en dessous, ou même à la moyenne. Donc, on est plutôt content du démarrage de ce programme. Ce n'est que le début. À nouveau, on n'en a que 16 et on espère en avoir plus d'une centaine d'ici l'année prochaine. Mais c'est effectivement une bonne façon de se redire qu'en ce moment, et surtout en ce moment, avec un avenir très très rose qui nous attend apparemment, c'est clé d'être créatif. Et c'est d'autant plus clé d'être créatif parce que ça génère du business pour les entreprises et pour les marques. Effectivement. Donc, vous le voyez sur cette slide, la création est l'élément principal de performance. Alors oui, on rentre dans un contexte économique qui va être difficile. Justement, c'est surtout pas là où il faut lâcher les éléments de création et les campagnes qui vont faire bouger les marques, puisque faire bouger les marques, ça veut dire faire bouger le business. Et pourquoi on a rejoint cette aventure? Et juste sur la slide suivante, vous voyez que c'est 50% de la performance des campagnes. Et bien, chez YouTube et Google, on passe notre temps à partager cette slide qui ressemble fichtrement à celle d'avant, parce que c'est exactement les mêmes chiffres et les mêmes données que nous partageons toute la journée, qui est l'intérêt et l'impact de la création bien avant le média, et c'est Google YouTube qui le dit, et bien avant même la réputation de la marque. Donc, sur ces 3 leviers, la création est essentielle, et c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui. Et Annelise va nous expliquer ça tout de suite. Merci Vanessa, merci Cécile. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc je suis Annelise Tourcel, je travaille chez Kantar dans la partie Insights et spécialisée dans les problématiques de communication, de médias et de créativité. Comme le disait Cécile, on a testé donc 16 campagnes, 7 à l'occasion des Cannes Lions dans l'édition de cette année et 9 à l'occasion des Grands Prix Stratégie de la publicité du mois précédent. Toutes ces campagnes, la très belle nouvelle, et c'est ce que disait Cécile, sont des campagnes qui surperforment. Alors, comment on a démontré cette surperformance? Finalement, on a interrogé des consommateurs pour chacune des campagnes qu'on a testées. On a interrogé 150 consommateurs correspondant à la cible marketing et médias qui était visée par la campagne. Et on leur a posé des questions pour mesurer leur réceptivité et les réactions, les perceptions à l'égard de la publicité. Et on a analysé tous ces scores au regard d'une norme marché, une norme France, qu'on a chez Kantar, dans laquelle on a aujourd'hui pour la France plus de 2700 cas sur les dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré finalement? On a cherché à mesurer ce qui fait l'efficacité business des campagnes. Cette efficacité business, on peut la regrouper en 3 grands piliers. Tout d'abord, l'impact média. L'impact média, ça va être la capacité des publicités et de la création à laisser une trace mémorielle forte dans l'esprit des consommateurs et de la cible, qui va laisser donc la marque, le message imprégné dans les mémoires. Et cet impact média, il est vraiment au service d'une efficacité business quand il se couple avec un impact commercial, donc la capacité à motiver à court terme
pour souscrire au service ou acheter le bien qui est l'objet de la publicité. Et puis avec un impact à long terme, un impact sur la marque, où là on va chercher à travailler l'image de la marque, ses associations, ses perceptions et son capital à plus long terme. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans les résultats. Donc, on vous le disait, le premier élément très très intéressant de ce partenariat, c'est que les 16 campagnes testées surperforment toutes par rapport aux normes Kantar sur les médias. Et ce, finalement, quels que soient les médias sur lesquels ces campagnes sont poussées. Donc, la créativité est génératrice de business, et ce, finalement, quels que soient les supports, quand on a une copie qui est efficace et qui est créative, elle permet de performer. Si on commence notre voyage au travers des campagnes primées et de ces tests qui démontrent l'efficacité business par un cas Renault. Renault a décidé de promouvoir avec la capacité de transition vers le véhicule électrique en organisant une campagne événementielle avec Publicis dans laquelle ils ont décidé de démontrer que si il était facile de switcher pour des véhicules électriques Zoé dans un village assez perdu qui s'appelle Happy, alors c'était simple et facile pour tout le monde. Donc pour ce faire, ils ont équipé les habitants de ce petit village Happy en Zoé électrique pendant 1 an. Et ils ont démontré de cette manière que ça se passait de manière très simple, très fluide. 3 ans, pardon, merci Marco. Et ils en ont réalisé donc une campagne d'affichage qui a été primée au Cannes Lions et également une vidéo qui a été poussée en digital. On a testé cette vidéo en digital, en contexte YouTube, et on le voit, les chiffres parlent d'eux-mêmes, des performances exceptionnelles pour cette campagne événementielle, avec une vidéo qui permet d'engager extrêmement fortement l'audience, et notamment un chiffre qui est assez marquant, c'est la capacité avec un format long de retenir l'attention de l'audience tout au long du format, puisqu'on a un visionnage complet, donc à 100% de la vidéo, 2 fois plus important que la norme observée en moyenne chez Kantar. Tout ça au service de la marque, puisqu'on se souvient extrêmement bien que c'est pour les véhicules Renault Zoé, dans le top 20% de notre base de données. Ça fait partie des 20% des campagnes qui performent le mieux sur ce média par rapport aux tests qu'on a réalisés chez Kantar, et ce surtout au service d'un impact commercial court terme, donc au service du business, puisque la moitié des personnes déclarent avoir l'intention de se renseigner sur les Renault Zoé électriques, ce qui est un score assez impressionnant sur un bien long terme, un bien durable. Alors, si on continue notre trajet avec une autre campagne, cette fois-ci d'affichage, réalisée par DDB pour Volkswagen. Volkswagen souhaitait promouvoir son service après-vente et démontrer que ce service après-vente permettait de faire durer encore plus longtemps que longtemps les véhicules Volkswagen. L'idée créative de cette campagne est extrêmement forte. Elle met en scène des véhicules iconiques de Volkswagen dans un paysage très futuriste pour montrer que finalement ces véhicules vont durer extrêmement longtemps. Il y avait 3 visuels à cette campagne. On en a testé un, celui que vous voyez à l'écran, avec l'iconique combi Volkswagen. Et je vous laisse découvrir les résultats d'efficacité business. Tout d'abord, un des scores peut-être les plus marquants, c'est la capacité à laisser une empreinte mémorielle au service de Volkswagen, avec un score de branding dans le top 1% de notre base de données. Ça veut dire que ça fait partie des 1% des publicités affichage testées les plus performantes en termes de mémorisation de marque, et ce au service là encore d'un impact business court terme, avec 50% des interviewés qui nous disent considérer Volkswagen pour l'achat d'un véhicule, notamment grâce à ce service après-vente, et également au service de l'image de la marque, puisque avec une campagne d'affichage, on arrive à véhiculer un positionnement marque extrêmement fort. On le voit à la fois en termes de différenciation et d'affinité avec la marque dans le top 20%, mais également en termes de communication avec le message autour de la qualité, de la durabilité des véhicules Volkswagen. Qu'est-ce qu'on entend par le stopping power? Je répète pour la vidéo qui est enregistrée. Merci Vanessa. Alors le stopping power, c'est effectivement un score qu'on regarde sur les campagnes d'affichage, où on sait qu'un des enjeux importants en affichage, ça va être la capacité à attirer l'attention dans un contexte, un environnement par exemple urbain, où on a un temps pour attraper l'attention du consommateur qui est assez court, on passe devant en voiture ou en se baladant. Donc le stopping power va chercher à mesurer la capacité à attirer l'attention et à retenir l'attention sur une publicité affichage. Et là, on voit qu'on a un score qui est extrêmement bon également, puisqu'on est dans le top 30 de notre base de données sur ce score.
Donc on attire l'attention et ensuite ça permet de faire passer le message, la mémorisation de la marque et la motivation à court terme. Alors, dernière petite campagne des Cannes Lions qu'on voulait repartager avec vous, c'était la campagne réalisée par BETC pour Canal+. Je pense que vous l'avez tout en tête et vous aviez dû la voir, c'est la campagne The Shoot. Canal+, à l'époque, cherchait à clairement faire passer son positionnement nouveau en termes de plateforme de contenu. Et comment faire ça quand on s'adresse à une cible plutôt jeune qui est très équipée avec Netflix, et comment faire passer ce message de plateforme de contenu pour Canal+, sans mentionner le nom de Netflix. Et bien Canal+ et cette campagne BETC, c'est possible. Il suffit de remplacer Netflix par le bip. Je pense que vous avez peut-être tous en tête cette copie. Elle a été primée donc aux Cannes Lions en 2021 et on l'a testée cette année pour l'édition des Cannes Lions 2022. Et là, on le voit, des résultats encore d'efficacité business impressionnants, notamment en termes de lien à la marque, en réussissant le fait de créer un nouveau record dans notre base de données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette publicité en télé est la publicité qui a le plus fort score de branding de notre base de données. Et tout ça au service véritablement de la marque, à la fois à court terme, avec une persuasion et une motivation dans le top 10%, donc un score extrêmement élevé de motivation, à l'intention de souscrire à Canal+, sur une cible jeune qu'il cherchait à convertir, et également au service de la marque, en portant la différenciation et le positionnement de Canal+. Alors, qu'en est-il des campagnes sur YouTube ? Au sein des différentes campagnes qu'on a testées dans le cadre de ce partenariat et des 16 campagnes dont on vous parlait, on en a testé 5 qui ont été diffusées sur YouTube. 5 de ces campagnes primées ont été également diffusées sur YouTube. On a le cas Renault Zoé dont on vient de parler, Lacoste, la campagne Canal dont on vient de parler, une copie Orange primée au Grand Prix Stratégie, et la campagne SNCF hexagonale réalisée par Publicis Conseil et multiprimée, et notamment avec un or au Grand Prix Stratégie de la publicité. Ces campagnes qu'on a testées, qui ont été également diffusées sur YouTube, elles partagent également, elles ont en commun le fait d'être très efficaces pour le business grâce à différents leviers. Le premier, c'est la capacité donc d'engager, de véhiculer des émotions, et ce, au service d'un visionnage complet de la vidéo. Et on le sait, c'est un enjeu important, cette capacité à retenir l'attention tout au long du visionnage. On a des scores sur ces copies primées extrêmement importants en termes de visionnage à 100% de la vidéo. Si je vous donne l'exemple, on va en reparler de SNCF, on a un visionnage à 100% d'un format long, 2,5 fois plus important que la norme que l'on a chez Kantar. Donc cette capacité à retenir l'attention tout au long de la publicité et au service du business, à la fois à court terme, et on a remis là l'exemple de Renault Zoé dont on vient de parler, et à long terme pour travailler la marque. Donc on peut en digital, avec des copies créatives sur YouTube, travailler vraiment les dimensions d'image pour la marque et l'equity de la marque à plus long terme. Alors, si on rentre dans le cas SNCF dont je vous parlais, c'est une campagne réalisée par Publicis Conseil. Donc, elle s'appelle Hexagonale. Je pense que vous l'avez tous vu également. Elle a été récompensée d'un or au Grand Prix Stratégie de la publicité. Je vais vous laisser visionner cette publicité tout de suite. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grande gueule, grand de cœur, mais surtout grand râleur. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des 6 coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré,
on est hexagonal. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti en voyant cette vidéo, mais je vais vous partager là les émotions ressenties par les consommateurs lorsqu'on a testé cette publicité. Et on le fait d'une manière assez simple. Finalement, on enregistre les réactions faciales des personnes que l'on interroge. Donc, on les interroge online. Au travers de leur webcam, on enregistre leurs réactions faciales nanoseconde après nanoseconde. Et ça nous permet de voir le voyage émotionnel que l'on ressent au visionnage de la publicité. Donc là, c'est ce voyage émotionnel que vous voyez apparaître sur l'écran. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que les émotions ressenties suivent finalement la prosopée de Gaël Faye dans cette publicité, le rythme, et croissent tout au long du visionnage de la publicité. On a vraiment une réaction très très forte, avec une expressivité, donc le niveau d'intensité émotionnelle ressentie qui est dans le top 30 de notre base de données, et on a un crescendo jusqu'à la fin, et le slogan « On est hexagonal ». Alors, ce voyage émotionnel, il est vraiment au service de la marque, à la fois de l'impact média, qui permet de maximiser finalement la mémorisation et le nombre de personnes qu'on a touchées avec cette campagne. On voit qu'on a un score de visionnage à 100% de la vidéo qui est extrêmement fort, 2,5 fois plus que notre norme chez Kantar, au service de la marque, avec la musique symptomatique de la SNCF, ces images de train dès le début, le bruit des roulements du train. On a un lien à la marque qui est extrêmement performant également, et au service de la marque et de l'efficacité business, à la fois à court terme, avec une intention d'usage dans le top 20% de notre base de données, et surtout une capacité à reporter les messages de la SNCF, à faire bouger la perception de la SNCF, et notamment à apporter sa différenciation avec un score extrêmement important également là, dans le top 18 de notre base de données. C'est moderne, ça concerne tout le monde, et ça donne une image différente de la SNCF. Alors, pour en parler, je suis extrêmement heureuse qu'on accueille Marco Venturelli, directeur de la création de Publicis Conseil. Marcos, bienvenue. Je te donne. Bonjour. Bonjour Marco, merci d'être là. Du coup, on va faire... Ouais. Merci d'être là. On va faire une petite session de questions-réponses, si tu es d'accord, pour parler un petit peu de la campagne et un petit peu raconte-nous la genèse, comment tout ça a commencé, comment ces discussions créatives ont commencé. Alors, déjà, il faut savoir que ça, c'est une campagne qui sort d'un pitch. La SNCF, il avait lancé un pitch après une relation de longue date avec l'agence avant. Et du coup, nous, on était un peu challenger. Et le pitch, c'était très large. Parce que là, on va reparler de ça. Bien sûr, il a un côté des brands. C'est une campagne qui a un objectif très corpo, si vous voulez. C'est la marque. Corporate, de marque, oui. Mais en gros, les business problems, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des rôles de la com et de la communication, de la création de la business. Les vrais business problems, c'était l'arrivée de l'ouverture à un marché concurrentiel. C'est pour ça qu'en campagne des marques, du coup, donner de la préférence à la SNCF devient 2 fois plus important, 3 fois plus important à un moment où ça arrive un jour, bientôt, il a commencé déjà, l'ouverture à des concurrents qui viennent des autres pays, du coup, qui ont peut-être des offres plus concurrentielles ou des choses comme ça. Ça, c'était un peu le brief, le point de départ. Et dans le brief, on avait énormément de sujets à toucher, comme vous avez vu dans les équations finales. Il y avait l'écologie, l'ancrage des territoires, la diversité, beaucoup de choses importantes, mais que c'est difficile quand même à véhiculer de façon intéressante. Du coup, on a fait un petit step back. On a regardé les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'était vraiment cette connexion entre les Français et la SNCF. Les Français, moi, je ne suis pas français comme vous pouvez entendre mon accent, mais quand même, je connais un peu les Français. Et les Français, la chose qu'on a regardée, c'est vraiment à quel point il avait une relation presque familiale avec ces marques. D'un côté, c'est comme un beau-frère un peu que tu l'aimes, mais il t'agace. Tu es content de les détester, mais en fait, tu es attaché, tu es en forme d'attachement émotionnel et d'orgueil aussi. Et du coup, on est parti vraiment sur ça. On s'est dit, mais en fait, les Français, ils aiment, ils détestent la CSF en même temps. Et ça, c'est déjà un lien, c'est déjà une connexion que beaucoup de marques rêvent d'avoir. Et de l'autre côté, les points d'agacement, les points de complexité sont souvent, et là je l'ai dit avec tout le respect du monde,
liées un peu à des caractéristiques françaises, en fait. C'est un peu un miroir, tu vois, les rythmes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Du coup, les briefs, c'était très simple. J'ai briefé mes créatifs, j'avais dit, vous m'écrivez un texte en slam. En plus, on avait un problème c'était une campagne pour les jeunes. Pour moderniser la marque. Du coup, très vite, on a donné un brief à l'écran de dire, guys, écrivez un texte très sous les slam. Je ne sais pas pourquoi, mais on était parti sur ça. Et vous m'écrivez un texte qui raconte les défauts et les qualités de l'SNCF et les Français. Comme ça, on crée un effet miroir. Et dans une nuit, un créateur très doué, un rédacteur très doué, il est sorti avec ce texte comme ça. On n'a rien changé. Et voilà, ça c'était la base. Après, moi, j'avais dans la tête deux choses. C'est cette jingle que tout le monde connaît de la SNCF, que c'est vraiment iconique, c'est un peu la chose qu'on vit. C'est les connexions quotidiennes de l'expérience des marques. Et les bruits du train, qui quand même, c'est une base. En fait, c'est une base musicale. On a mis tout ensemble. Et on a fait un mode vidéo, une maquette pour le pitch, que c'était presque que ça. Bien sûr, après, on l'a retourné, mais c'était vraiment ça. Et franchement, on savait déjà qu'il avait une énorme puissance et on a gagné le pitch. Après, on l'a réalisé et on est très content des résultats parce qu'en fait, c'est tous les éléments qui sont là, qu'on a vu dans l'analyse de Kantar comme ça, sont exactement les piliers, les sujets qu'on avait au début du pitch. Du coup, pour nous, c'était un vrai succès, cette campagne. Ouais. Alors justement, à propos de succès, il y a même aussi autre chose qui est intéressante, c'est que tu as effectivement fait bouger la marque. Sur YouTube, c'est 5 millions de vues, donc énorme succès avec un taux de... Les gens sont restés extrêmement longtemps sur un format très long, donc ça aussi c'est un élément de succès. Il y a eu aussi un effet interne, presque une fierté, du coup. Parle-nous aussi de cet aspect-là, parce que c'est business, et en plus de ça, ça peut aussi Bien servir de fer à souder interne, on va dire. Bien sûr, et ça c'est un dans une campagne comme ça, il faut se dire que SNCF, c'est une énorme entreprise avec beaucoup de collaborateurs. Les rôles de l'interne, c'est presque aussi important que les rôles des consommateurs dans une campagne comme ça. Et en fait, dans ces campagnes, je ne vous cache pas qu'on a passé des mois à s'interroger. On ne peut pas dire qu'on n'est pas carré, ça veut dire qu'on n'est pas précis. Bon, mais la vérité, c'est que quand on l'a lancé, l'interne, c'était notre vrai relais des pierres. En fait, c'était lancé à l'interne, pour l'interne d'abord, et les cheminots, ils nous ont fait les boulots des pierres que jamais dans la vie on pourrait avoir avec... Parce qu'ils ont commencé à poster dans tous les sens. Et là, c'est encore une démonstration que surtout pour une boîte comme ça, qui c'est une boîte historique, patrimoniale, qui a un héritage, qui a un énorme attachement émotionnel des employés, il ne faut jamais oublier que les employés, ils font partie de la boîte, il faut qu'ils soient moteurs, il faut qu'ils adhèrent. Et surtout, les retours qu'on a eus sont 100% positifs. Tous les doutes, tous les petits questionnements qu'on avait avant ont été résolus dans les faits. Et je pense que c'est beaucoup dans l'exécution, parce que là, c'est une chose qui n'a pas trop à voir en général avec ces campagnes, mais en général, c'est la communication plus approche un truc entertainment. Ça veut dire une chose qui soit plaisant à regarder, pas condescendante, pas top-down, pas arrogante, pas donneur de leçons, pas demandeur d'action directe. Plus ça marche, pour l'interne et pour l'externe. Alors complètement, non seulement ça a une logique entertainment comme tu dis, mais en plus de ça, on parle de résultats et d'impact sur la marque, mais aussi surtout sur le business. Et donc du coup, en termes d'appréciation de la SNCF, donc on est passé quand même de 37% à 45% d'appréciation positive, voire 51% dans cette fameuse cible jeune que tu devais travailler. Et donc du coup, intéressant de voir que ça arrive à faire bouger les lignes. On l'a vu aussi dans les résultats Kantar. On a une intention d'achat ou une motivation à l'usage du train qui a aussi énormément augmenté. Donc là, on parle de création, d'idées, de textes, de slam, mais vous voyez le lien immédiat avec le business derrière. Donc c'est ça qui est super intéressant à creuser et peut-être éventuellement des questions. Avant de passer un peu plus dans les petites questions peut-être que la salle a, il y a peut-être un point intéressant, ou plutôt quelques points intéressants à partager justement par rapport à ce qu'on se dit là et ce qu'on est en train d'évoquer. On parle beaucoup de création, mais effectivement le lien avec le business, on le voit depuis le début, il est évident. On espère vous l'avoir démontré à travers toutes ces études et toutes ces démarches et ces campagnes. L'autre point intéressant aussi, c'est que
On rentre dans une période, on l'a dit tout à l'heure, le contexte économique se durcit. On va avoir tendance, vous annonceurs et possiblement futurs annonceurs ou partenaires, avoir tendance justement à avoir une logique de performance court-termiste, donc très héroïste. Sauf qu'en fait, si jamais on ne construit pas la marque à long terme, il va y avoir un sujet d'ici quelques temps. Donc du coup, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à balancer performance court terme et construction long terme. L'un n'exclut pas l'autre. C'est très important. On le voit là avec une campagne très haute, très marque et pourtant avec un impact business très fort. Donc les deux ne s'opposent pas, bien au contraire. Et également un point intéressant aussi, le format long. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez vu, c'est un format long, plaisant, comme tu disais, on rentre dedans. Et c'est des formats qui cartonnent sur le digital. Donc n'ayez pas non plus d'idées préconçues sur des formats courts, absolument. Ils existent, bien sûr. Mais pour travailler les marques et le business, on le voit, les formats longs marchent très, très bien aussi. Pour la partie YouTube, en l'occurrence, on est diffusé sur la télé connectée aussi. Et ces formats sont particulièrement publicités. Donc ne pas hésiter. Ouais. Écoutez. Écoutez, en tout cas, c'est intéressant de partager ces points-là parce que ça fait écho, évidemment, Marco et moi, on ne se parle pas toute la journée, mais en revanche, on arrive aux mêmes conclusions. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant, d'arriver justement à montrer que ces formats longs travaillent des histoires et travaillent aussi, et avant tout, des dimensions commerciales. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'on est là, finalement, aussi. Bien sûr. Non, juste deux choses, je voulais rajouter. Le premier point, je pense qu'on va rentrer bien évidemment dans une période où on va être tout obsédé pour l'inflation, l'argent. Et ça pousse, et c'est normal que ça nous pousse à des réflexes très tactiques. Mais la vérité, c'est que, et c'est une chose historique, les marques, les périodes où les marques ne peuvent plus grandir, ne peuvent plus s'établir comme leader, c'est dans les crises. Parce que si tu arrives à nourrir ta marque sans oublier ta raison d'être et tout ça dans des moments tactiques, à la fin, les retours, quand ça redémarre, ça va être 2 fois plus important. Et c'était toujours comme ça. On l'a vu sous le Covid aussi. Oui. Les marques qui sont arrivées à démontrer d'être proches des gens dans des moments de difficulté, plutôt d'être juste tout arrêter et disparaître, il en a eu un énorme retour en investment. Du coup, je parle pour les clients de la salle, s'il a croyez dans la marque, dans votre marque. Et l'autre chose, c'est, oui, la chose qu'on disait avant, les formats, il faut être vraiment agnostique sur les formats. Il n'a pas les bons formats. Il a des idées qui sont exceptionnelles dans des formats hyper courts parce qu'ils ont été réfléchis comme ça. Il a des idées qui ont besoin d'être longues et nourries. On a vu SNCF. Je parle pour les choses que j'ai fait moi, comme ça je ne fais pas des commentaires pour les collègues. Mais même sous les cas des villages électriques, c'est un documentaire à la fête. En fait, c'est suivre des gens, c'est un contenu, c'est de l'entertainment et ça marche très bien. Et après, il a des idées qui sont très ponctuelles et il fait les prendre comme ça. Il fait être vraiment les plus neutres possible sur les formats parce qu'à la fin, c'est idea wins. D'où l'intérêt des plateformes digitales, effectivement, qui proposent des formats courts, verticaux, horizontaux, des formats très longs, donc on peut aller jusqu'à 10 heures, etc. Donc il y a vraiment une palette des possibles, et tu fais bien de le rappeler. Là, on parlait de la télé connectée, parce que c'est vrai que c'est des formats où les gens restent jusqu'à 20 minutes, mais après, il y a des formats plus courts qui fonctionnent très bien. Ça dépend évidemment de l'intention créative de départ, de la problématique de marque avant tout, et l'intérêt business qu'on va y mettre derrière. Donc voilà, si vous avez des questions maintenant, pour Marco, profitez-en. Et on est en train de tourner le 2e épisode. Teasing. Teaser. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Je vous passe le micro tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Pas de questions sur. Oh! Il y a toujours la petite question avant qu'on coupe, c'est toujours comme ça. Vous avez parlé que le slam, ça s'était un peu imposé naturellement. Est-ce que vous êtes appuyé aussi sur de la data ou des insights pour la création de votre créa? Vous voulez la vérité? Oui. Non. Non, alors, non dans le sens qu'on avait déjà énormément de data dans le brief. Si vous voyez, dans les équations, il a 17 points, on avait beaucoup d'infos, beaucoup de choses, des infos à ramener, et ça, c'était notre data. Après, la data, c'est super, c'est important, mais je milite encore pour les talents, l'intuition, la création, et ça, c'était 100% l'intuition, c'est-à-dire, bon, il a une façon de raconter beaucoup de choses qui sont un peu moins chiant que quelqu'un habitué à voir. Et le slam s'est imposé, mais c'était une intuition pure. C'était un choix créatif, 100% assumé. On pourrait se planter sur ça ou pas, et on ne s'est pas planté, mais parfois on se plante.
On parle beaucoup d'intuition avec le planning stratégique, avec les équipes de planning de Publicis et d'autres agences. Et souvent, les datas sont là pour confirmer ou infirmer une intuition ou l'affiner parfois. C'est comme ça qu'on travaille le mieux possible. C'est vrai que ça part beaucoup d'intuition et d'observation du quotidien ou d'observation d'un ressenti français, comme tu disais. Et en fait, la data est souvent là pour confirmer ou justement appuyer des propos ou les nourrir. Après, c'est un data de bon sens. Si vous regardez les trending sur Spotify et dans cet âge-là, les musiques qu'ils écoutent, c'est ça. C'est du rap, du slam. Du coup, oui, mais c'est un data intuitif, c'est pas un data analytique. Une autre question avant qu'on termine cette masterclass. Merci d'être venu. Oui. Oui, j'ai une question, je ne sais pas, mais c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, on vit dans une ère, un petit peu avec les fils, que c'est très fin. Non? Dans la publicité, comment on peut agir ou faire attention dans la publicité que toutes les populations, genres, races, etc., se sont incluses et pas exclues? Très, très bonne question, surtout sur cette campagne-là où c'était un des sujets principaux du film. Si vous voyez, on fonce dedans, on raconte qu'on est inclusif parce que la SNCF, il est une boîte très inclusive, il faut le dire. Il a la complexité, il a beaucoup de nuances dans cette question et la communication, mais il faut toujours rappeler que la communication, il faut qu'elle soit honnête, en ligne avec la réalité de la marque. Du coup, SNCF, il peut être très décomplexé dans ces postures-là, il peut assumer parce que la boîte est suive. Tout ça, bien sûr, quand je vous disais, on a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de doutes sur c'est approprié. Par exemple, quand on monte des drag queens comme ça, c'est approprié. On a tout regardé avec leur comité interne de diversité et c'était validé parce que c'était ressenti authentique. C'est toujours ça. C'est toujours une question d'être authentique, de ne pas l'utiliser en service. Voilà. On clôt notre session. On vous remercie beaucoup pour vos questions. Bravo. Merci. Et bravo Ciao. Marco, bravo tout le monde. Bonne journée.